Je vais demander à Pascal Aizan de nous rejoindre et de s'installer au pupitre pour nous dire un peu quel levier on peut activer. On reste chez les Vikings, hein, on passe de la Suède au Havre, à la Normandie, donc finalement on est dans la même tradition. Ça a mis quelques siècles à venir jusque chez nous, les bonnes pratiques, mais voilà, elles arrivent. Alors dites-nous, Pascal, comment vous voyez les leviers les plus utiles, les plus disponibles pour que les jeunes écoutent ce qu'on leur dit? Bonjour à tous. Voilà, donc effectivement, on va s'intéresser aux leviers qu'on peut mobiliser pour s'adresser aux jeunes. Alors peut-être avant de démarrer mon intervention, vous dire qui je suis et comment on agit dans ce cadre de la prévention des santé des jeunes. Donc je suis professeure des universités en sciences de gestion avec une spécialisation en marketing. Et puis, mon domaine de recherche, c'est le comportement de consommation des jeunes, avec évidemment des focus sur le comportement à risque. Et donc, je coordonne une équipe d'une 50aine de chercheurs sur cette thématique. Voilà. Et donc, l'idée, finalement, c'est de réfléchir à la manière dont les techniques de marketing et de communication, qu'on applique évidemment dans un cadre marchand, peuvent servir aussi dans le champ du social. Voilà, c'est ce qu'on appelle finalement le marketing social. Alors, par rapport à cela, mon propos va tourner autour d'un certain nombre d'études que nous avons conduites entre 2018 et 2019. On a beaucoup parlé ce matin d'enquêtes quantitative. Ici, on est vraiment sur des études qualitatives, c'est-à-dire qu'on va travailler en profondeur en interrogeant les jeunes et en leur donnant la parole. Donc, 100 entretiens semi-directifs centrés ont été réalisés auprès de 2 populations, 15-18, 18-25. Ces entretiens avaient une durée de 1h30 à 2 heures. Ensuite, nous avons mené 4 focus group pour casser justement la logique individuelle de ces entretiens et pour essayer de créer une dynamique et puis des réflexions autour de la prévention santé. 3 ateliers de créativité pour essayer de construire ensemble des messages. Et puis un croisement autour d'une réunion d'experts combinant des approches transversales autour d'épidémiologistes, d'addictologues, d'experts en nutrition, etc. Voilà. Alors, donc première question que nous avons posée aux jeunes, c'est on voulait finalement un peu connaître le regard qu'ils portaient sur les actions de prévention santé. Alors, bien évidemment, tout ce que je vais vous dire n'est pas exhaustif, hein, mais je vais essayer finalement de tirer les principaux résultats de notre travail qui a duré quasi 2 ans. Alors d'abord, eux, ils estiment qu'ils ont une bonne connaissance des risques. Alors c'est une estimation, c'est une perception. Ce qu'on voit derrière finalement ce propos, c'est que ils ont le sentiment quand même d'être sursollicités, stigmatisés, de faire l'objet finalement de beaucoup de campagnes de communication. Et que, quelque part, voilà, si je peux m'exprimer de manière triviale, il faudrait qu'on les lâche un peu. Alors ensuite, ce qu'on perçoit, c'est que les actions de prévention, ils les jugent utiles, mais finalement pas tellement utiles pour eux, mais plutôt pour des générations précédentes, puisque finalement, eux, ils sont très conscients que les enfants ont des comportements extrêmement risqués et que, d'après ce qu'ils nous disent, les adultes ne sont pas au fait des choses. Voilà. Et donc, quelque part, ok, eux, ils savent, ils ont été finalement sensibilisés, mais qu'on n'a pas pris conscience que tout ça doit démarrer très tôt avec des comportements à risque. Oh, pardon. Voilà, j'ai... Alors, oui, pardon. Alors, voilà. Voilà, ça va être mieux comme ça. Effectivement, j'avais oublié. Alors, avec des comportements à risque, voilà, qui ne sont pas encore bien détectés par les éducateurs et les parents.
Ensuite, quand on leur demande les campagnes voilà, qu'ils ont mémorisées, qui leur viennent finalement à l'esprit, là c'est relativement décevant. Alors on a eu finalement quelques citations autour de Sam, hein, le capitaine de soirée, celui qui ne boit pas peut conduire. On a eu 5 fruits et légumes par jour. On a eu aussi des références à la campagne Esquive Latives, qui était une web-série autour de la prévention des risques alcool, et puis l'opération organisée par l'agence BETC, Louise Delage, sur un faux compte Instagram censé sensibiliser les jeunes au risque alcool. Alors, ensuite, qu'est-ce qui les incite à prendre en compte les recommandations santé? Alors, ici, on va retrouver... Je vais y arriver. Voilà, pardon. Voilà, il faut que je revienne. Alors, on fait comment? Hop, non, ça ne marche pas. Voilà, là on recule. Voilà. Encore une. Encore une. Voilà, je vais faire comme ça va être plus facile. Alors, vous voyez, clairement, le rôle des parents. Voilà. On retrouve tout à fait les propos qui ont été tenus précédemment, c'est-à-dire que finalement, les parents sont très légitimes, ils sont écoutés, et donc on doit aussi les équiper d'informations pour accompagner pour accompagner finalement leur sensibilisation à la santé. Ensuite, ce qu'on trouve, au-delà des sportifs et des idoles liées au spectacle, à la musique, etc., il y a une montée très forte, une montée en puissance très forte des influenceurs. Voilà, donc évidemment, c'est lié à la pratique d'Internet, mais les influenceurs au sens large, c'est-à-dire qu'on nous a signalé évidemment des personnes physiques, mais également des marques, voilà, et notamment autour d'un domaine particulier qui est le manger sain, le bien-être. Ensuite, qu'est-ce qui les incite finalement à prendre en compte les messages? C'est l'attention accordée à l'apparence physique. Il y a une pression évidemment normée autour de l'apparence corporelle. On a parlé ce matin de grossophobie. Et donc, évidemment, pour eux, l'idéal minceur, c'est finalement un vecteur d'amitié. Voilà, on peut avoir des amis à partir du moment où on respecte une norme. Si cette norme elle n'est plus respectée, eh bien, on peut être marginalisé et finalement ne plus avoir d'amis. Et puis, il y a aussi tout ce qui est lié à la performance. C'est une génération qui est finalement soumise à un certain nombre de pressions autour justement du culte de la performance. Et donc, par rapport à cela, une performance intellectuelle, une performance sportive qui serait occultée par des prises de risque pourrait finalement leur faire prendre conscience qu'effectivement, il est temps de réagir. Alors, par rapport à cela, leur préconisation pour faire une bonne campagne de sensibilisation. Donc là, nous avons travaillé à partir d'ateliers de créativité. Et ce qu'on constate, quand on leur demande de faire une communication média, c'est qu'ils sont finalement très peu créatifs. Voilà, quand on fait exactement le même exercice en leur demandant de communiquer sur une marque, là, ils ont une imagination débordante. Ici, finalement, quand on leur a demandé d'imaginer une campagne média, on a été relativement déçus de leur manque de créativité, d'imagination. Et finalement, ce qu'il en est ressorti, c'est que ce n'était pas leur job. Voilà, ils avaient du mal, finalement, à faire une communication très ciblée par rapport à ces sujets. Par contre, et là je rejoins les propos qui ont été donnés sur la proximité, c'est-à-dire une communication média, c'est compliqué pour eux, mais par contre, aller vers des jeunes, communiquer en direct, ça ils sont capables de le faire. Alors ensuite, quand même,
voilà, ce qui est ressorti, et on va retrouver... voilà. On va retrouver un certain nombre, là encore, de propos qui ont été tenus. Pour être crédible, le message doit être délivré par un jeune comme eux. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine défiance par rapport au discours institutionnel et que la crédibilité du message, elle est liée finalement à des éléments générationnels. Donc l'entre-soi, pour cette génération, c'est une réalité. Alors c'est sûrement dû aussi aux réseaux sociaux. Ils ont l'habitude de partager, de communiquer entre eux. Et donc, quelque part, la crédibilité de la source, elle n'est pas forcément liée à l'expertise des professionnels de santé, mais à la manière dont les pairs vont s'approprier le message pour communiquer et partager l'information. Ensuite, 3 supports à privilégier. Donc, les affiches sur leur lieu de vie, mais j'insiste bien, des affiches sur leur lieu de vie, c'est-à-dire que des affiches qui sont apposées sur des murs en ville, etc., ça n'a aucune utilité pour eux. Donc, c'est vraiment les interpeller dans leur cadre de vie. Ensuite, évidemment, ils aiment beaucoup les rencontres avec des experts. Vous voyez, là, il y a aussi une dimension un peu paradoxale. Mais des experts qui se déplacent. Voilà. Beaucoup de mal finalement à aller chercher l'information, mais quand des experts viennent dans leur cadre, dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire, eh bien là, au contraire, ils sont en attente. Et puis, bien évidemment pour cette génération, l'impact des réseaux sociaux. Alors, par rapport à cela, quand on leur a demandé finalement ce qu'on pouvait faire et ce qu'il ne fallait surtout pas faire pour s'adresser à eux, ce qu'ils nous disent, voilà, des messages courts, voilà, pas de blabla, il faut quand même être assez impactant, on est dans une logique d'immédiateté, d'instantané, et donc il faut aller à l'essentiel quand on s'adresse à nous. Ensuite, cette dimension de avant-après, c'est-à-dire on va finalement montrer les risques encourus, les jeunes qui se mettent en danger, mais ce qui les intéresse davantage, c'est d'inscrire toute cette communication autour de bénéfices attendus quand finalement on est sensibilisé et qu'on commence à réagir pour essayer finalement de faire cesser des pratiques à risque. Donc ce parcours, il se laisse voir notamment dans tout ce qui est avant-après. Voilà, avant j'étais comme ça, j'ai arrêté et maintenant je suis comme ça. On voit notamment, ils nous ont cité sur les réseaux sociaux, toute la tendance selfie style autour de la fit inspiration. Donc ces jeunes finalement qui essaient d'évangéliser leurs pairs sur les pratiques sportives et l'alimentation santé. Et clairement dans les messages de ces jeunes, on voit avant, voilà comment j'étais, et ensuite après, voilà, en faisant des efforts, en adoptant un mode de vie sain, et bien voilà comment je suis devenue. Donc voilà, il faut qu'ils puissent percevoir dans les communications qui leur sont adressées ces bénéfices. Ensuite, voilà, des alertes, c'est bon. Voilà, ils sont un peu saturés, je vous ai dit, ils se sentent un peu stigmatisés. Et surtout, ce qu'ils souhaitent, ce sont des solutions et des repères. Voilà, ok, on a ce type de pratique à risque, mais finalement, qu'est-ce que vous proposez? Comment on peut faire pour nous apporter des solutions, je répète, immédiates? C'est souvent revenu dans leurs propos. Et puis des repères. Voilà, on nous dit de ne pas boire, on nous dit de manger sain, mais comment ça se traduit, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ce n'est pas toujours très clair. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir ce type d'informations. Et puis, il y a aussi ce droit aux erreurs et aux défaillances avec cette notion de craquage. Voilà. On a le droit aussi, même quand on essaie finalement de faire attention à sa santé, d'avoir à un moment, des moments où on fait des erreurs. Voilà. Et ça ne doit pas remettre en cause, finalement, cette démarche de prévention santé. Alors, à ne pas faire, donc ils nous ont signalé des messages trop longs.
associés alors souvent au corps médical, voilà, des messages trop longs, et puis des messages caricaturaux, stigmatisants. Voilà, ils en ont un petit peu assez de toutes ces campagnes où finalement on montre des jeunes en état d'ivresse, voilà, et sans apporter de solution. Alors, qui comporte des privations, c'est une génération effectivement qui est quand même très ancrée dans le plaisir. Donc à partir du moment où on leur véhicule un discours de « il faut »,« il n'y a qu'à », et puis « il faut arrêter tout de suite », voilà, ça, ce sont des discours qu'ils ne souhaitent pas entendre et de toute façon auxquels ils n'adhèrent absolument pas. Et puis des préconisations de changements radicaux. Voilà, donc là encore, ça doit s'inscrire dans un parcours, dans une trajectoire. Et donc, ils attendent finalement qu'on les accompagne dans ce parcours et ces trajectoires. Alors, du coup, par rapport à tout ça, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de leurs pratiques et de leurs conversations sur les réseaux sociaux, puisque finalement, dans le cadre de cette étude, sans arrêt, quand on a parlé de communication, ils ont rapporté la communication aux réseaux sociaux. D'abord, donc, c'est une génération très imprégnée des valeurs du net. Voilà, je vous l'ai dit, l'immédiateté, l'instantanéité. Et donc finalement, là, on a besoin de réfléchir à la contextualisation des messages. C'est-à-dire que des messages qui arrivent hors sol sans qu'il y ait un lien avec leur pratique, ce sont des messages qui finalement ne sont pas perçus. Voilà, ou qui suscitent des mécanismes de perception défensive. Voilà, je ne souhaite pas les voir. Au contraire, quand ces messages arrivent alors qu'ils sont en train de consommer, voilà, ou qu'ils souhaitent entrer dans une pratique à risque, eh bien finalement, il y a un contexte et quelque part, eh bien, il va y avoir un système d'alerte. Donc, contextualiser les messages, arriver finalement à faire en sorte qu'ils arrivent, comme on dit en marketing, au bon moment, au bon endroit et avec le bon support, c'est un axe de réflexion extrêmement important à valoriser auprès des jeunes. Ensuite, les valeurs sur le net, c'est l'entraide, voilà, le partage. Et on voit très clairement que cette valeur, elle se diffuse auprès de cette génération. C'est-à-dire qu'on nous a beaucoup parlé de bienveillance, voilà, et surtout d'une forme de responsabilité vis-à-vis des autres. Voilà. Quand un copain se met en danger, quelle est ma responsabilité ? Comment je peux faire pour l'aider ? Et quelque part, finalement, sa santé, elle est presque plus importante que la mienne quand il est dans un comportement à risque. Donc il y a vraiment cette bienveillance. Hein, comment je peux faire pour aider quelqu'un qui finalement s'est mis oui, dans une situation extrêmement risquée et quelle forme de culpabilité aussi j'en retire et comment je peux finalement me soustraire à cette culpabilité. Alors, je vous en ai parlé, le modèle inspirant des influenceurs. Il y a énormément de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, notamment autour des pratiques marketing, voilà, qui ne sont pas dans le champ du social. Ce que font les marques, ce que font les influenceurs, eh bien, ça doit être un modèle inspirant quand on fait du social. Voilà, on voit un peu comment les marques communiquent auprès des jeunes, notamment les marques d'alcool, par exemple, mais pas que, les marques de grande consommation. Et voilà, il y a une ressource qu'on peut mobiliser pour parler autrement aux jeunes. Et puis, bien évidemment, l'impact des influenceurs. On voit très clairement qu'ils sont érigés en modèles, ils sont érigés en experts. Ils diffusent beaucoup de messages qui émanent des professionnels de santé, avec parfois des dangers de biais cognitifs et de distorsion des messages. Mais
Voilà. Ça peut être quand même un modèle extrêmement inspirant pour concevoir des messages différenciants et innovants vis-à-vis d'une population qui, je le répète, est finalement un peu saturée de ces messages conventionnels qu'on lui adresse à longueur de journée. Alors ensuite, autre piste de réflexion que je vous soumets, on voit clairement que quand on les a accompagnés dans tous ces entretiens, il y a vraiment une appétence pour les séries télé. Et finalement, ces séries télé, qu'est-ce qu'elles nous disent? Que les jeunes, ils ont besoin d'un début, d'une fin, de rebondissement, bref, d'un storytelling autour de la communication. Par rapport à ça, quand ils consomment, ils ont besoin de vivre des expériences. Et donc des expériences un peu aussi guidées par cette logique de série, des expériences stimulantes, des expériences qui vont finalement aussi véhiculer des souvenirs. Et donc ces expériences, finalement, elles peuvent se répartir en 4 phases, on pourrait dire. La première phase, c'est une entrée en consommation. Ensuite, je vais consommer, c'est ce qu'on va appeler le cœur de consommation. Ensuite, je vais m'arrêter de consommer, mais cette consommation va avoir des impacts sur mon bien-être, sur ma santé, etc. Et puis, il va y avoir un feedback, des souvenirs par rapport à cette consommation. Alors, par exemple, rapporté à la consommation d'alcool, notamment en milieu festif, on voit très clairement que finalement, les jeunes, eh bien, ils n'ont pas, comme nous, une logique de consommation globale. Voilà. Ils vont finalement scander cette consommation autour d'une expérience en 4 phases, ce qu'ils vont appeler le before, voilà, où là, on va créer du lien, on va commencer à préparer sa soirée. Ensuite, il va y avoir le cœur de consommation, le moment où on va boire. Ensuite, l'after, où là, on va resserrer le groupe social, là on va être entre amis. Et puis enfin, le feedback, donc tous les souvenirs qu'on va pouvoir finalement aussi poster sur les réseaux sociaux et qui vont alimenter les conversations. Et donc, quelque part, quand on a ce type de réflexion, on se dit que ça pourrait être intéressant finalement de ne plus pas prendre en compte cette consommation avec une vue un peu globale, mais d'essayer de comprendre comment on peut scander, répartir cette consommation en phases et à chaque fois avoir un dispositif, une communication qui soit complètement en phase avec finalement ces différentes étapes de la consommation. Voilà, par exemple, on le voit, dans les before, on a évidemment des invitations via les réseaux sociaux, etc. Et on pourrait, par exemple, avoir des bandes annonces en disant tu rentres en soirée, voilà, qu'est-ce que tu comptes faire, etc., etc. Géolocaliser les jeunes quand ils sont au cœur de l'expérience. Voilà. Donc, imaginez finalement des circuits de communication qui soient un peu différenciants par rapport à ce qu'on peut faire. Et puis, dernière piste que je vous soumets, très clairement, on voit que cette génération, elle a une forte sensibilité écologique. Et que quelque part, on ne peut plus lui parler de santé sans associer leur santé à la santé de la planète. Voilà. On le voit quand on leur demande finalement comment est-ce qu'ils pourraient améliorer leur santé. Ils tiennent des propos nous disant que finalement leur santé c'est important, mais qu'il faut avoir une vision beaucoup plus globale parce que si on ne s'occupe pas de la santé de la planète, quelque part leur santé, voilà, ce ne sera pas si important que ça. Voilà, alors je ne sais pas si on peut me lancer la vidéo alors. Ah ben voilà, juste.
Voilà. Voilà, donc je voulais juste vous montrer cette vidéo. Donc c'est une campagne qui a été lancée le 25 décembre dernier par Santé publique France, où on va retrouver finalement quelques pistes de réflexion que nous avions, c'est-à-dire c'est vraiment une campagne qui insiste sur la bienveillance. Ce sont des messages très courts, très scandés. On a bien une référence aux réseaux sociaux. Par contre, quand même, on retrouve tous ces éléments caricaturaux qui, finalement, ne permettent pas aux jeunes d'adhérer à ces messages. Et puis, voilà, pas d'accompagnement, pas de solution. On a quand même l'impression que, quelque part, on n'a pas encore bien compris les jeunes et qu'on a quand même besoin de marketing social pour bien les accompagner. Merci beaucoup, Pascal. Merci, c'était très, très riche et plein de pistes là encore.